Madame la sous-secrétaire générale des Nations Unies à la consolidation de la paix et au soutien à la paix, Madame Elisabeth Spéa, bonjour et bienvenue dans notre studio. Merci surtout d'avoir accepté cette interview. Cela fait exactement une année depuis votre dernière visite en RCA. La dernière fois que vous avez visité le pays, celui-ci s'est préparé à tenir des élections. Aujourd'hui, votre visite correspond à l'investiture du président de la République. Quel changement avez-vous noté en une année? Bon, merci beaucoup. Ravi d'être ici en RCA, encore une fois, et ici avec vous cet après-midi. Effectivement, ça fait un an depuis la dernière visite que j'ai réalisée en RCA. La première fois était avec un groupe de partenaires du Fonds du secrétaire général pour la consolidation de la paix, des bailleurs de fonds, des pays qui nous appuient beaucoup pour fournir les ressources nécessaires pour faire marcher ce fonds. Et on a pu visiter plusieurs projets appuyés par le fonds en RCA. Cette fois, je suis venue en accompagnement à la mission de la Commission de consolidation de la paix. Donc, c'est une instance intergouvernementale qui siège à New York, présidée par l'ambassadeur Hilal du Maroc. Oui. Et on a plusieurs intégrants des ambassadeurs à cette mission. Nous sommes venus en solidarité avec la RCA. L'ambassadeur et moi-même sommes allés à l'investiture du président pour son nouveau mandat. On était très honorés d'être invités. Et on est venu aussi pour, encore une fois, voir ce que ce fonds peut contribuer à la situation en RCA, à améliorer la situation en matière de consolidation de la paix. Ce que j'ai vu en termes de différence cette fois-ci, par rapport à l'année passée, était plusieurs choses. Je dirais en général qu'on a vu des avancées importantes. Je dois commencer par les élections. Donc les élections qui ont eu lieu ici à la fin de l'année passée, à la fin de 2025. Je crois comprendre qu'il y aura un deuxième tour et d'autres élections maintenant en avril. Mais tout le monde me dit que ces élections se sont passées très bien, que c'était des élections inclusives qui se sont faites en paix, qui ont pu se faire dans tout le territoire du pays. C'est des choses qu'on pouvait pas dire avant. On se réjouit du fait que la RCA a tenu en fait 4 élections en même temps, et dont les élections locales pour la première fois depuis 1988. Ça, c'est très important aussi parce que de là, le pays peut bâtir une gouvernance locale plus solide. Et je crois comprendre que le gouvernement s'intéresse beaucoup à la décentralisation, donc ça va être préparer le terrain pour cela. Donc, de bonnes élections, ça c'est quelque chose de nouveau depuis la dernière visite, la tenue de ces élections. Le fait que je crois comprendre que au niveau local, la participation de la femme, y compris des candidates qui ont gagné, était plus élevée que dans le passé. Ça c'est très positif aussi. Donc ça c'est dans le domaine des élections. Et je peux dire que c'est quand même une contribution à la consolidation démocratique ici. Deuxièmement, sur le plan sécuritaire, nous voyons que il y a maintenant la présence de l'État dans tous les coins du pays, et que depuis la dernière visite, il y a 2 autres groupes armés qui ont déposé les armes, qui ont été démobilisés et désarmés et qui sont aussi réintégrés ou sur le processus d'être réintégrés, ce qui est aussi s'est traduit en des coins plus paisibles dans le pays, très important. Et troisièmement, je dirais que j'ai pu constater des avancées dans le domaine de la justice transitionnelle, avec le travail de la Cour pénale spéciale et la Commission
vérité, justice, réparation et réconciliation. Et cela aussi, je dirais, est un élément extrêmement important pour le futur paisible du pays. Ok, Madame Speya, depuis 2008, le Fonds pour la consolidation de la paix a investi environ 132 millions de dollars américains en RCA. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ont porté ces investissements et quelles retombées pour les Centrafricains surtout? Oui, merci. Je devrais commencer par dire que tout ce que le fonds finance est basé sur les priorités du pays même, telles que ces priorités sont articulées par le gouvernement en étroite collaboration avec le coordonnateur résident du pays où nous travaillons. Oui. Et dans ce cas, donc, Monsieur Mohamed, qui est aussi le SRHG adjoint de la mission et le coordonnateur humanitaire. L'appropriation nationale est un concept extrêmement important pour nous. Donc, nous n'appuyons pas, nous finançons pas des projets ou des initiatives qui ne font pas partie des plans et des priorités du gouvernement du pays. Cela dit, depuis 2008, il y a eu toutes sortes d'initiatives et de projets qui ont été appuyés, dont leur mise en œuvre a été facilitée par plusieurs agences, fonds ou programmes de l'ONU, en étroite collaboration avec la MINUSCA aussi, et évidemment avec les institutions nationales, autant gouvernementales que non gouvernementales de ce pays. Dans ses débuts, le fonds appuyait surtout directement la réalisation de la APPR, donc oui, l'accord de paix, extrêmement important. Maintenant que nous sommes dans une phase un peu différente, plutôt de consolidation, il y a d'autres projets qui ont commencé. Parmi les projets que nous finançons, il y a un accent très particulier sur l'autonomisation des femmes et des jeunes. On l'avait entendu du gouvernement même. Ici, on a rencontré lors de cette visite le président de la République lui-même, le Premier ministre et plusieurs ministres. On l'a entendu de la part donc des officiels et aussi de la société, assurer la participation pleine des femmes dans cette société, dans la construction de la paix, dans la vie économique et sociale et politique du pays est très important, et le rôle de la jeunesse aussi essentiel. Donc beaucoup d'accent mis sur les projets qui les appuient et qui, encore une fois, leur donnent en fait ce protagonisme tellement important pour contribuer à leur futur, leur propre futur et au futur du pays. On a des initiatives appuyées, on les a vues à Aboua, d'ailleurs, pour aider les gens, les déplacés internes ou les réfugiés, qui donc sont retournés dans leur village ou dans certaines communautés, qui se sont installés dans certaines communautés, qui ont besoin de toutes sortes d'appuis, en commençant par pouvoir récupérer des documents d'identité. Okay. Donc j'ai entendu un témoignage en fait très touchant il y a quelques heures à Boire d'une femme retournée, une mère qui a dit que elle a dû sortir du pays à cause du conflit, de la violence. Elle est revenue avec ses enfants. Et ces enfants n'avaient aucune pièce d'identité, donc elle pouvait pas en fait les inscrire à l'école, elle pouvait rien faire pour eux dans ce sens-là. Et donc nous appuyons avec encore une fois le partenariat d'agences comme OIM ici. Le fonds a aidé à ce que ces gens puissent récupérer des documents d'identité qui sont absolument essentiels, bien sûr, pour que ils puissent reconstruire, refaire leur vie et la vie de leur famille. On appuie aussi des initiatives de DDR, donc désarmement, démobilisation
et réintégration, surtout la partie réintégration, qui est la partie souvent la plus coûteuse et la plus difficile, parce que pour bien faire cela, les gens qui sont démobilisés, il faut qu'ils ont des perspectives à long terme, donc une façon de gagner leur vie, de reconstruire leur vie. Sinon, la tentation va être de reprendre les armes. Exactement. Et donc, on a appuyé plusieurs programmes qui aident non seulement ceux qui ont déposé les armes, les démobilisés, mais les communautés au sein desquelles ils s'installent. Parce que nous constatons que souvent, ils vont retourner ou ils vont s'installer dans des communautés qui sont aussi pauvres et dépourvus que eux-mêmes. Et donc, pour justement bâtir la paix sociale et la cohésion sociale, il faut autant aider la communauté qui reçoit ces gens-là que les démobiliser eux-mêmes. On appuie les efforts de justice transitionnelle et bien d'autres choses. L'idée est vraiment de pouvoir aider la RCA elle-même à consolider cette paix si durement gagnée et s'assurer que ça soit durable. Et pour cela, il faut vraiment aider le pays avec tous les outils à notre disposition, de passer à atteindre la paix, à consolider la paix et le développement sur le long terme. Madame Spear, je voudrais revenir un peu en arrière par rapport à Boua. Vous avez évoqué rapidement tout à l'heure quelques bénéficiaires. Quel constat vous avez fait sur le terrain et est-ce que justement vous avez le retour de beaucoup de bénéficiaires pour vous expliquer ou pour revenir un peu sur l'impact de ce projet sur eux? Oui, non, absolument. Retournant à Boire, donc j'avais mentionné le cas de cette dame donc qui a pu reconstruire sa vie dans le pays avec cet appui pour les pièces d'identité. On a aussi parlé avec des gens qui sont les responsables de comités de prévention et résolution de conflits, qui sont en fait, c'est des comités avec autant des autorités locales que la société civile qui travaillent ensemble pour essayer de réduire des tensions quand il y a des tensions qui augmentent dans la communauté ou entre différents groupes et pour résoudre des problèmes, y compris des problèmes autour de la terre, le partage des ressources, des fois des différences en termes de différentes ethnies, différentes religions, et on a constaté que tout d'abord, les gens sont très fiers d'avoir pris vraiment leur destin dans leurs mains et de pouvoir non seulement s'aider eux-mêmes, mais aider leur communauté. Donc, dans le cas de ces comités, c'est des gens, des communautés qui se sont organisés pour pouvoir aider le renforcement de la cohésion sociale dans leur propre communauté. Ok. Je voulais vous demander également, à travers, vous participez à la consolidation de la paix en RCA à travers ce fonds spécial des Nations Unies, au moment où justement les Nations Unies sont confrontées à une crise de liquidité. Qu'est-ce qui est fait pour favoriser une approche beaucoup plus intégrée de vos actions dans le but d'optimiser les actions de l'ONU sur le terrain? Oui, une très bonne question parce qu'effectivement, l'ONU est en train de traverser une crise financière assez sévère. Il y a eu beaucoup de coupures dans les missions de paix, mais aussi au siège à New York et ailleurs. On a moins de personnel, on a moins de budget. Ce n'est pas facile dans le moment et nous savons que beaucoup de gens sur le terrain comptent sur nous. Moi, je dirais que c'est en fait non seulement une motivation, sinon l'exigence de travailler vraiment de façon plus cohérente entre nous. Qu'est-ce que nous faisons? Je dirais que mon bureau, donc c'est le bureau d'appui à la consolidation de la paix, au soutien de la paix. Nous avons plusieurs outils qui aident justement
à coordonner ou rassembler différentes parties du système. Le Fonds pour la consolidation de la paix lui-même a une certaine, si vous voulez, un certain effet intégrateur parce que normalement nous finançons plus qu'une partie du système onusien pour qu'ils travaillent ensemble dans un pays déterminé sur la base de leurs avantages comparatifs relatifs. Et donc le fait qu'il y a ces ressources qui peuvent financer leur travail en bénéfice du pays où ils servent, ça aide à ce genre d'intégration et de collaboration. Mais on ne s'arrête pas là. On a en RCA par exemple initié un processus pour arriver à un cadre d'alignement stratégique entre le système de l'ONU ici et les institutions financières internationales comme la Banque mondiale, le FMI et la Banque africaine du développement, ainsi qu'avec l'Union européenne, évidemment en étroite collaboration avec le gouvernement, pour qu'on ait une façon plus cohérente d'appuyer le plan national du développement et avec un angle, disons, sur la paix. Donc, on a des outils pour travailler mieux ensemble et de façon plus cohérente. Et si on avait le luxe de ne pas le faire de façon optimale dans le passé, nous n'avons plus ce luxe aujourd'hui. Okay. Une dernière question très rapidement. C'est quoi aujourd'hui le lien entre le peace building et le peacekeeping? Oui, ben c'est une très bonne question. Écoutez, pour moi, le peace building, c'est-à-dire le consolidation de la paix, est notre objectif global et c'est autant un concept comme un processus qui vise le long terme. Les missions de maintien de la paix, le peacekeeping, est un des outils par excellence pour aller vers la consolidation de la paix. Et effectivement, MINUSCA, comme beaucoup de missions de maintien de la paix, contribue absolument à la consolidation de la paix. Vous avez des ressources programmatiques pour faire des activités. Beaucoup des contingents militaires, ils font des choses pour contribuer à une progressive consolidation de la paix dans certains secteurs, etc. Mais pour moi, la différence est que, je devrais pas dire la différence, mais mettons que les missions de maintien de la paix souvent créent les conditions pour permettre un travail de consolidation de la paix pour le plus long terme, parce qu'il faut avoir les conditions quand même minimales de sécurité, de confiance, etc. Les missions de maintien de la paix également, comme je viens de dire, contribuent aussi activement à la consolidation de la paix. Mais l'idée est que, pour moi, du moins, les missions de maintien de la paix sont un outil qui peut être très important, comme la MINUSCA maintenant, demeure essentielle, dans un certain moment, dans le trajectoire d'un pays de consolidation de la paix, dans certains contextes, mais la consolidation de la paix commence, ou devrait commencer, avant une mission, durant une mission et après une mission, parce que c'est la prévention qu'un conflit éclate, ça c'est la consolidation de la paix, pendant des conflits, essayer de diminuer les conflits et que ça continue pas, et de consolider post-conflit. Donc, il y a vraiment un lien absolument intime entre les deux. Les deux notions. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir accepté notre interview et bonne fin de mission. Merci, enchantée.